Alors, dans Smart Tech, on débat de l'actu tech avec des insiders, des gens qui travaillent dans la tech. En l'occurrence, Miki Mchikli, directrice générale de Weborama, et Alain Staron, cofondateur et président d'Artifil. Je précise qu'il est resté également avec nous en plateau Jean Laroumet, président fondateur d'Egeri, qui vient de lever 30 millions d'euros. C'était la grande actualité avec laquelle on a ouvert cette édition. Merci d'être resté avec nous pour commenter avec nos deux décrypteurs hors pair, évidemment, ces actualités. On va commencer par cette vague de licenciements qui touche la tech. Alors, c'est Le Monde qui nous rappelle quand même que depuis 2022, 1150 entreprises de la tech ont supprimé plus de 190 000 postes. Dernière annonce en date, on l'a vu vendredi sur le blog de Google, 12 000 licenciements annoncés. Est-ce qu'il vous semble que c'est une simple correction post-Covid, où là, il y a eu une envolée de recrutement, puisqu'on était en accélération sur le numérique, ou est-ce que ça révèle un peu autre chose ? Mikim. Moi, je pense que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a eu une petite couche additionnelle de recrutement qui s'est fait, je ne veux pas dire à la va-vite, mais rapidement au moment du Covid, parce qu'il y a des besoins qui se sont accélérés dans le domaine du digital. Mais il faut savoir qu'en fond de tâches, il y a un ralentissement du marché publicitaire très fort. Il y a une disruption de nouveaux acteurs et d'anciens acteurs. Si on prend Apple avec l'ATT qui a bloqué grâce au consentement, je dis grâce, au consentement, en fait le stream de consentement qui fait que Meta en particulier, mais YouTube également, se sont retrouvés avec des problématiques de baisse d'audience sur leurs applications. Donc ces deux éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a un peu une perte de confiance. À côté... Donc grosse perturbation sur le marché publicitaire oui. dans le numérique, notamment liée aux décisions d'Apple, c'est vrai, oui. Mais pour la protection des données, nous en Europe, on était déjà prêts pour ça. Oui, on était déjà prêts. Et pourtant, on souffre aussi de... C'était pas tout à fait fait quand même, Ouais. parce que la mise en place de l'ATT, ça a été assez douloureux pour forcer ces géants à mettre en application les règles européennes. C'est pas évident de les attraper, c'est des petits poissons qui glissent. Et je pense qu'à côté de ça, il y a une accélération aussi des acteurs, des nouveaux acteurs dans la publicité. Et donc, Amazon rentre comme nouvel acteur sur le retail. Apple, évidemment, était bien content de bloquer, d'avoir cette loi pour accélérer aussi ses revenus publicitaires. Et puis, il y a des petits nouveaux entrants, Snapchat, qui est très performant en termes de retour sur investissement dans les investissements publicitaires. Et TikTok, mais qui est aussi décrié par rapport aux problématiques de propagande, etc. Ce qui n'empêche absolument pas les annonceurs de continuer à investir dessus. Oui, intéressant. Alain, votre analyse ? Google a recruté 21 000 personnes entre 2021 et 2020. Ouais. Et le Covid. Et quand on regarde en gros le chiffre d'affaires de chaque salarié Google génère 1 million d'euros, 1 million de dollars, 6 à peu près. Facebook, c'est exactement le même ratio. Et effectivement, comme dit Mikli, quand le marché de la pub ralentit, ces gens-là sont exposés 95% à la pub. Apple, c'est 2,4 millions par employé. Apple, c'est 1,5 fois le chiffre d'affaires de Google et c'est pas plus d'employés. Au passage, c'est pas mal de faire du hardware. Apple, c'est pas que de la pub aussi, Voilà, c'est ça. C'est pas mal de faire du du hardware. matériel. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est toujours confrontés à des investisseurs qui nous disent, moi, j'investis que dans le logiciel et pas dans le hardware. Nous, on fait du hardware. Grosso modo, à un moment, la sortie, elle va passer par le hardware. Donc, il y a effectivement le fait qu'Apple a bloqué, et Apple a bloqué en Europe aussi. C'est pas juste le RGPD qui fait que ça ralentit. Et toutes ces conséquences de baisse du marché publicitaire, après une envolée extraordinaire, il y a eu plus 40% entre 2021 et 2020 sur les chiffres d'affaires. Plus 40%. Donc forcément, il y a une correction. Voilà. Pour moi, c'est normal, quoi. Et à côté de ça, c'est pas le même pot, mais ils se prennent des amendes les unes derrière les autres. C'est pas des petites amendes, ça fait des petits trous quand même dans le PNL. Absolument, ça c'est vrai. Vous les sentez, vous, ces tensions-là sur nous, ce qu'on ressent, le marché européen également ? Oui, mais nous, ce qu'on ressent surtout, c'est que c'était très difficile pour nous de recruter des salariés. Donc voilà, le marché... justement, ça en fait plein qui vont arriver et se libérer, là. Alors, on ne sait pas à quel prix, en revanche. Eux, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent les recruter. C'est pas forcément les moins chers, ceux qui sortent des GAFAM. Non, mais c'est peut-être des personnes qui sont très... Et vous pouvez recruter worldwide, partout dans le monde aujourd'hui ? Ça fait partie de votre politique ? Oui. Alors, on a plutôt une stratégie européenne, donc c'est plutôt sur l'Europe. Mais enfin, voilà, on commence à se déployer un peu partout dans le monde, malgré tout.
Alors, on va parler justement des tensions sur le recrutement dans la tech ici en France, puisqu'on a un baromètre à ce sujet qui a été publié par Q, un cabinet de conseil et d'études, publication qui date tout juste d'hier. Tensions sur le recrutement dans le secteur de la programmation, mais aussi du conseil informatique. Vous avez eu accès aux chiffres. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Quand on regarde les courbes, c'est un peu au-dessus du marché général de l'emploi, mais pas tellement. Et la progression à peu près similaire, voire la tension baisse un peu dans le dernier trimestre sur ce métier-là par rapport à la moyenne. Donc, nous, effectivement, on souffre. On n'arrive pas à recruter. Je confirme, c'est un truc très compliqué. Au-delà de ça... Parce que sur la tension, moi j'ai vu quand même niveau de tension quand même beaucoup plus élevé que la moyenne française sur les autres secteurs. Depuis 2011, on est 4 à 8 fois oui, mais ça baisse. Supérieure à celle enregistrée tout secteur confondu. Mais c'est vrai que là, il y a une correction. Cette correction, il y a une énorme correction. Fin 2022, on va dire, commence à atténuer un peu et je ne sais pas à tensions. quoi c'est dû, parce que les besoins de notre côté ne font que croître et emplir. Donc, je ne sais pas. Et alors, il y a aussi peut-être que l'éducation a pris les choses en main, donc on commence à former un peu plus d'ingénieurs. Le problème, c'est que c'est des métiers où, sans formation, on n'y arrive pas. Ouais. Et l'alternance, c'est très bien, nous on prend beaucoup d'alternants, mais il faut qu'ils soient en école aussi. Ouais. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Alors, moi, je rejoins sur ce sujet de la formation. Elle est là, la tension. C'est-à-dire que le nombre de collaborateurs ou collaboratrices disponibles qui arrivent sur le marché est très faible. Alors, il y a une initiative dans notre métier, qui est plus le métier de la publicité, du marketing en ligne, qui est la création d'un label, le label Digital School, où on certifie les écoles sur un curriculum très spécifique, à partir du niveau de master, pour qu'on s'assure d'une formation qui soit relativement complète afin de délivrer sur le marché des expertises et des nouveaux collaborateurs, des jeunes collaborateurs qui s'intéressent également à nos métiers. Parce que la tension, elle est aussi là. Il y a des métiers qui sont plus du tout attractifs. Dans le numérique, y compris dans le marketing digital, la publicité ? Il y a différents niveaux. Ouais. Et il y a différentes entreprises qui arrivent à recruter et d'autres qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on disait précédemment, le fait que les GAFAM ne recrutent plus, finalement, on va retrouver des candidats sur le marché qui, eux, voulaient absolument être dans les grandes entreprises parce que c'est chouette, parce que c'est cool, se rabattent finalement sur des entreprises où ils vont retrouver des aspects peut-être beaucoup plus humains, de proximité, où on a une formation qui est vraiment, j'allais dire, beaucoup plus humaine en fait, à l'échelle des petites entreprises. Et donc on a beaucoup de mal à recruter, mais surtout on a un problème de compétences. Mais alors sur ce problème de compétences, qu'effectivement, en général, ce sont des activités sur lesquelles on attend des jeunes diplômés qui apportent une expertise, mais peut-être qu'il faut revoir aussi notre façon de recruter. Peut-être qu'il faut qu'on accompagne ces jeunes et les former en interne. Peut-être qu'il faut qu'on aille aussi chercher des plus seniors. Oui, alors il y a un sujet de formation continue. Chez Géry, vous prenez que des jeunes diplômés ? Non, on prend beaucoup de l'alternant, mais après les alternants, il faut être capable de les encadrer. Donc il y a quelque part une sorte de pyramide des âges à respecter. Il faut être capable d'aller chercher ce qu'on appelle des champions, des seniors, et puis être capable aussi d'onboarder des jeunes qui... Parce que en fait, il y a les compétences techniques, mais il y a la compréhension de notre technologie, ça prend du temps. Dans tous les cas, ça prend du temps d'intégrer quelqu'un, de l'onboarder. Nous, on se prend entre 18 mois et quasiment 24 mois. Donc un alternant, on sait que s'il faut 24 mois pour le former, s'il faut 24 mois pour le former à notre technologie, c'est la bonne solution. Après, du coup, on a développé, on peut être innovant aussi, on a développé une Égérie Academy pour essayer d'incuber, et puis voilà. Oui, c'est ça. On voit effectivement vos secteurs d'activité qui prennent des initiatives pour accompagner les formations qui soient en adéquation avec les besoins du marché. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit un taux de CDI qui est à la hausse, les salaires aussi. Donc voilà, on a envie plutôt d'encourager les jeunes à se tourner vers ces professions. Tout à fait. Et la formation continue est fondamentale parce que la réalité du marché, qu'on a mesuré avec une étude de l'OCDE, c'est qu'une compétence est obsolète au bout de 18 mois. Ouais. Tellement il y a une évolution très précise, que ça soit dans la maîtrise des langages, des algorithmes, ou que ça soit simplement dans la compréhension de la mécanique des technologies. Donc il y a à tout niveau, ingénieur jusqu'au commercial technique, une formation qui est nécessaire en continu. Et puis, il y a un dernier sujet, il faudra aussi ouvrir un peu plus, je ne sais pas comment, les filières sur ces métiers-là aux femmes. Et oui. C'est quand même la moitié de la population. Absolument. C'est dommage de s'en priver. Il y en a si peu. Et plus c'est correction des biais cognitifs. Moi, je cherche que des femmes, enfin beaucoup de femmes, c'est de la discrimination positive, pour corriger des biais cognitifs que toute population a. L'idée, c'est de mixer au mieux. Et ça, pour l'instant, on manque cruellement de profils.
Chercher une data scientist, c'est compliqué. Et ce qui était intéressant aussi dans ce baromètre Q, c'était le regard sur les régions. Oui. Donc moi, j'ai découvert que les régions de Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie avaient un fort besoin de talent tech. C'est pas que à Paris que ça se passe. Hein. Alors ça, c'est aussi l'effet Covid. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont partis en province. Comme vous, Mikim. Oui, tout à fait. et en partant en province, finalement, il y a ce besoin local, parce que les entreprises ont délocalisé une partie. Nous, on a des bureaux, par exemple, à Bordeaux, ont délocalisé une partie, mais sinon, on peut travailler de partout. On a aussi un bout de bureau à Lyon. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'historiquement, les entreprises n'aiment pas trop ça. Et donc, privilégient encore de recruter des gens qui peuvent venir un petit peu sur place. Surtout que les grosses croissances, c'est à 1 heure de train de Paris. Oui. Hein, la Normandie et la Bourgogne, on n'est quand même pas très loin de Paris. On n'est pas très loin. Ça sent quand même beaucoup le télétravail, et la Corse est en négatif. Ouais. Pourtant, c'est un très bel endroit pour vivre. Hein. Juste peut-être un complément sur ce sujet. Nous, notre siège social et notre centre de R&D est à Toulon. Oui. Ah, nous sommes à la mer, on a beaucoup de chance. Et j'habite là-bas, du coup. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins de turnover aussi. Et donc ça, c'est quelque chose de remarquable, parce que quand on dit qu'il faut 24 mois pour onboarder quelqu'un, si elle part au bout de 25 mois, ça coûte cher à l'entreprise. Oui. Et donc, ce qu'on observe, nous, en tout cas, en région sud, c'est qu'il y a un peu moins de turnover sur ces profils-là. Allez, troisième actualité, c'est autour des cryptos. Là, on a l'ADAN, donc, qui représente les acteurs du crypto, de la crypto, qui propose des prestations de services dans les cryptos actifs en France, qui dit ouf, parce que ça y est, les députés ont rejeté un amendement qui était censé rendre obligatoire l'agrément pour tous les PSAN, pour tous ces prestataires de services sur actifs numériques. Donc, bonne nouvelle pour nos acteurs français qui se sentaient pénalisés, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les clients, les investisseurs ? Parce que c'était censé quand même protéger et aussi mieux réguler cette profession. Mais il renforce quand même la partie de référencement. Donc il y a cette partie-là qui est nécessaire. Hein. Je pense que la régulation va venir. C'est toujours long. Ouais. Le régulateur. Donc ils ont rejeté pour, à mon avis, revenir beaucoup plus en force. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, les cryptos remontent. On est carrément, quasiment au niveau de FTX, hein, avant la chute d'FTX. Donc ils ont redynamisé quelque part un intérêt sur ce marché. Mais la protection va revenir. Moi, je suis sûre qu'il va y avoir une deuxième lame qui va revenir. Parce que l'agrément, c'était une histoire principalement d'assurance et de fonds propres. Si tant qu'on ne rend pas ça obligatoire, eh ben, on permet du FTX. Exactement. Dommage. Oui. Mais on comprend aussi un peu l'émoi de l'écosystème français, parce qu'il y a un règlement européen qui est toujours attendu, qui s'appelle MiCA, qui n'est toujours pas à l'œuvre. Et nous, on aurait été un peu les premiers à assumer une réglementation plus forte. Donc finalement, on se serait pénalisé nous-mêmes avant même d'imposer ces règles au niveau européen. C'était ça, en fait, l'enjeu. Oui, tout à fait. Bon, un commentaire sur les cryptos ? Non. Pas spécialement. Alors, on passe directement à l'affaire Lucha, ou Lucha, je ne sais pas comment vous prononcez. Lucha, eh bien, allons-y sur Lucha. Est-ce que Lucha nous révèle une énorme faille dans le règlement européen sur la protection des données personnelles ? On va préciser ce que c'est. Donc, une extension pour navigateurs qui permet d'accéder en fait aux coordonnées de gens qui nous intéressent et qui ont un compte sur LinkedIn ou Salesforce. On peut avoir accès comme ça à leur numéro de téléphone ou leur email. Ça fonctionne grâce à des applications qui vont aspirer en fait les contacts comme Simpler, Mailbook ou Cleaner Pro qui étaient disponibles en France jusqu'en août dernier. La CNIL s'était saisie de cette affaire parce que j'avoue que nous-mêmes, ça nous arrivait de regarder, de pouvoir accéder à des données comme ça qui étaient cachées derrière des comptes LinkedIn, donc c'était fort pratique. Mais il y a eu des plaintes évidemment parce que c'était pas normal au regard du RGPD de pouvoir faire ça. Et la CNIL a attesté que, comme ça, la société avait récupéré, sans leur consentement, les numéros de téléphone et des adresses mail professionnelles d'1,5 million de Français. Et pourtant, patatras, on est obligé d'abandonner tout recours. On clôt le dossier du côté de la CNIL parce que cette affaire peut donner lieu à aucune poursuite. Finalement, on se rend compte que Lucha arrive à passer entre les mailles du filet RGPD. On a un gros trou dans la raquette, là, non ? Oui, le règlement ne prévoit pas cette notion de non-territorialité. Et donc, comme ils ne sont pas attrapables sur un territoire qui couvre le cadre du règlement RGPD, ils peuvent les condamner, mais ils ne paieront pas l'amende, parce que s'ils font appel, ils s'en sortent. C'est perturbant. C'est quand même des citoyens européens, quelque part.
Israélo-américaine, l'entreprise. Elle est pas... L'entreprise, oui. Ouais. Ah oui, les clients, ça vient des clients français. Dont les Il données... faut bien attaquer une entreprise. Et pour ça, il faut qu'au niveau du territoire, ce territoire soit couvert par RGPD. Il faut faire comme les Américains de l'extraterritorialité. Oui, on ne l'a pas fait, nous. Bon, après, j'ai quand même un autre sujet, c'est que je pense que ça fait partie de ces technologies qui surfent sur des possibilités. C'est-à-dire qu'ils revendiquent... Moi, j'ai refusé d'aller la charger parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver à moi, mais ils revendiquent d'aller chercher que des choses qui sont publiques. Et donc, si jamais ça devait aller au bout de l'exercice, c'est pas eux qu'il faut attaquer. C'est ceux qui ont mis les choses publiques, les données privées publiques. Ça me rappelle le compte Twitter. C'est ça tout l'enjeu, c'est qu'en fait, oui, il n'y a pas de représentation européenne de cette entreprise Lucha, mais en plus, elle dit, moi, je n'exploite pas du tout ces données, je ne les collecte pas. On a un truc compliqué. J'ai un parallèle qui est assez marrant, c'est le compte que Elon Musk a fermé sur Twitter qui donnait en temps réel la position de son jet. Oui. La donnée est publique. Oui, tout à fait. Et donc, si la donnée est publique, il y a un petit malin qui s'est dit j'aspire la donnée, je la remets sur Twitter où là j'ai une vraie plateforme, n'importe qui pourrait le faire. Donc, Elon Musk, comme c'est le patron, il a bloqué le compte en disant ouais, tout le monde suit en temps réel, et puis après il l'a remis en disant si c'est de la veille, ça va. Mais la donnée existe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de gens dont le métier est d'utiliser des actifs dormants, enfin des informations. Mais là, en plus, ils n'en font pas une offre spécifique de service. Il n'y a aucun traitement sur ces données. C'est pas commercialisé en tant que tel. C'est juste un accès, en fait, qui est offert. Donc, c'est pratique, mais de même que qu'est-ce que fait Google ? Google rend facile l'accès des données publiques. Voilà, c'est pas découvrir, autoriser des données personnelles, c'est rendre facile un accès qui existe déjà. La question qu'on est en train de se poser, c'est que les technologies du net, au sens très large, sont en train de démultiplier des effets, des moyens qu'on ne pensait pas possibles. Et soudain, on est devant un truc, mais c'est trop gros pour nous. Voilà, mais c'est pas le GRPD qui peut traiter ça, du tout. Et ce que dit Lucha, c'est que eux permettent cet accès-là en fait pour lutter contre la fraude en ligne. Donc ils ont une mission, on va dire, là aussi inattaquable. Oui, et honnêtement, sauf on a un que quand même, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à renforcer là sur le règlement sur la protection des données ? Très clairement, il faut aller au-delà de cette histoire de territorialité. Il y a un usage puisqu'ils mettent à disposition ces données aux autres. Donc eux se disent à leurs clients, donc ils sont quand même des clients. Voilà, donc il y a quand même un sujet. Il faut renforcer aussi les notions de consentement. Oui. Cette notion de consentement, elle est fondamentale. Les gens ne savent pas ce qui se passe. C'est ça le problème, c'est la transparence. C'est que là, les 1,5 million de Français dont on a aspiré les informations n'ont jamais donné leur consentement. Il y a un truc un peu plus compliqué. Vous savez qu'un tel travaille dans telle entreprise. Vous trouvez par ailleurs la syntaxe email de l'entreprise. Et vous trouvez son email. Et n'importe qui peut le faire. Ils ont juste automatisé un truc. Son numéro de téléphone fixe de la boîte. Mais tout le monde met son portable, il n'y a plus de fixe dans les entreprises. Mais cette histoire d'email, même si votre mail n'est jamais public, si je sais où vous travaillez, je vais trouver votre email. Alors je peux le faire personnellement, ça va être compliqué. Lucha a juste rendu plus simple un truc à la portée de tout le monde. Donc c'est ce qu'on va interdire, le fait de faciliter, d'avoir des outils facilitateurs. C'est très compliqué. Le RGPD, à mon avis, n'est pas la réponse. Ça permet pas de prendre que conscience. la réponse. Oui, ça permet de prendre conscience. Vous vouliez commenter, Jean ? Non, mais effectivement, il y a une problématique de consentement. C'est-à-dire qu'à un moment, on consent à donner des informations à une application, c'est pas pour a priori qu'elle soit exploitée par plein d'autres applications. Mais on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'on peut élargir effectivement la problématique de consentement. Je suis entièrement d'accord avec vous au niveau du RGPD. Enfin, je dis où je travaille, les gens trouvent mon mail. Voilà, mais j'ai rien dit sur mon mail, jamais. Voilà, mais si l'application a trouvé mon mail, elle peut m'envoyer un mail justement pour me dire est-ce que vous consentez à ce que j'utilise vos données personnelles. J'ai pas donné l'autorisation, même si on trouve mon mail, j'ai pas donné l'autorisation à l'usage de mon mail. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, mais alors il y a des outils de protection dans la cybersécurité qui permettent d'ailleurs de filtrer les mails que l'on reçoit. Oui, mais tout à l'heure vous m'avez posé une question en disant qu'est-ce qui manque à la cybersécurité. Vous allez rajouter quelque chose. Mais oui, parce qu'il manque ce que le RGPD a fait. Qu'est-ce qu'a changé le RGPD en fait ? D'abord, le RGPD, il a rajouté 4% du chiffre d'affaires si jamais si on traite mal les données. Et du coup, les directions générales ont dit oula, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que 4% de mon chiffre d'affaires, c'est considérable. Et donc, il faut réglementer un moment pour que le niveau de protection des données à caractère personnel a sensiblement évolué grâce au RGPD. Et je pense qu'en cybersécurité, c'est la même chose, c'est la réglementation. Vous en parlez lundi prochain, c'est la directive NIS 2 qui doit s'engager à se protéger. Ouais. Merci beaucoup. Une actu peut-être à partager, Alain. Amazon Air qui se déploie en Inde. Alors pourquoi j'ai trouvé ça marrant ? Pour deux raisons. D'une part, l'Inde monte en puissance. Je rappelle qu'1 quart des iPhones vont être produits en Inde.
Ça y est, on est en train de sortir du Merci la chinois. Non mais il faut quand même essayer de varier ses risques. Hein. Et le deuxième sujet, c'est que Amazon, de même qu'AWS n'était que la valorisation des ordinateurs, des serveurs d'Amazon pour des tiers, Amazon Air est la valorisation de la chaîne de distribution d'Amazon pour des tiers. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment... Expliquez-nous ça, pourquoi ? Alors, Amazon, donc retail. Oui. Dans le retail, ils ont besoin de serveurs. Ces serveurs, ils ont plein de puissance de calcul. Est-ce qu'ils ne peuvent pas la sous-louer à d'autres ? Ils ont créé AWS. Je donne des serveurs. Je loue mes serveurs à des gens qui font tout à fait autre chose que du commerce. Bien. Dans le retail, il faut aussi livrer. Donc, je monte une chaîne de distribution, y compris, je ne sais plus combien d'avions ils ont, enfin des gros avions, des Boeing, hein, pour livrer partout dans le monde. Et ben, pourquoi est-ce que je ne proposerais pas cette chaîne logistique, pure logistique, à d'autres qui ne sont pas forcément dans le retail ? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là où ils vont gagner de l'argent, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur le retail. Ils gagnent de l'argent avec le cloud. Exactement. Donc ils gagnent de l'argent avec AWS, donc ils ont pensé que la stratégie. Une nouvelle source de revenus. La stratégie, c'est je deviens leader mondial, j'achète de la part de marché. Le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent sur Amazon, ils ne sont pas débiles. C'est juste qu'ils se mettent le moins cher du marché et ils ratissent le marché. Enfin, la proportion du nombre de transactions digitales qui sont faites chez Amazon, on est à 1 sur 2. Au moins 1 sur 2 dans le monde. On prend des leçons. Merci beaucoup Alain Staron d'Artifil, Mikim Chikli de Weborama et Jean Laroumet d'Egeri. À suivre justement, on continue à décrypter et débattre de ce règlement sur la protection des données personnelles parce que le 28 janvier, samedi, c'est la journée européenne de la protection des données.